Marseille 1932. Cette photographie fait partie des images parmi les plus connues d'Henri Cartier-Bresson. Elle résume assez bien le style du photographe, à savoir une maîtrise réfléchie de la composition et une faculté à capturer dans le réel des moments évocateurs, que ce soit d'un point de vue poétique, social et même politique, et ce de manière intuitive. Pourtant, il semble que le photographe n'ait considéré cette image qu'assez tardivement. En effet, contrairement à d'autres images importantes de la même période, qu'il a exposées ou publiées très tôt dans l'entre-deux-guerres, par exemple chez Julian Levy à New York en 1933 ou au Palais des Beaux-Arts à Mexico en 1934, cette image apparaît dans le corpus des œuvres importantes du photographe uniquement après-guerre. On trouve sa trace dans l'exposition itinérante et rétrospective du photographe The Decisive Moment, l'instant décisif, organisée à la fin des années 50, en 1957 plus précisément, en France et aux États-Unis. À l'époque, on note une hésitation sur la légende dans le catalogue. Il est indiqué Barcelone ou Marseille 1930. En 1976, lors de la publication de sa monographie publiée chez Aperture en anglais et chez Delpire en français, la localisation et la datation sont enfin arrêtées. Marseille 1932. À partir de cette époque, on retrouve cette image du début de carrière dans divers ouvrages ou expositions rétrospectives dédiées aux photographes. Cette image, non recadrée, représente deux hommes allongés sur l'herbe, certainement dans un jardin ou dans un parc de Marseille, aujourd'hui encore difficilement identifiable. Au premier plan, l'individu semble endormi, avec ses bras et ses jambes écartés, son corps, dans la vulnérabilité du sommeil, est complètement offert à l'objectif du photographe. Proche de lui, à l'arrière-plan, un autre homme est allongé, lui aussi nonchalamment sur l'herbe, mais bien éveillé. Lui aussi, pourtant, ne semble pas se soucier de la présence du photographe. Si on schématise la composition, on se rend compte que les deux corps reconstituent un triangle, partant des parties inférieures du cadre, et dont le sommet se situe juste au-dessus du chapeau de l'homme au second plan. Cette photographie témoigne du goût de Cartier-Bresson pour la composition géométrique qu'il a appris auprès du peintre André Lotte. De 26 à 28, Cartier-Bresson a suivi des cours de peinture aux côtés de cet adepte du nombre d'or, avant de se consacrer lui-même à la photographie et d'en reprendre les principes. On les retrouve, ces principes géométriques, dans ses autres photographies à Marseille, mais aussi dans celles prises en Espagne ou en Italie à la même période. Hormis la géométrie, cette photographie témoigne également de sa maîtrise de l'appareil photographique Leica, qu'il vient tout juste d'acquérir en 1931, et dont les proportions de l'image, de format 24x36, s'accordent parfaitement à son style de composition. Dans un entretien avec Richard Simon en 1952, Cartier-Bresson évoque le caractère crucial de son long séjour à Marseille, durant lequel il n'a cessé d'arpenter les rues et d'observer, lui permettant de trouver son propre langage photographique. Chez Cartier-Bresson, cet intérêt pour la composition est mis au service du sujet lui-même. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de style. La mise en parallèle des corps vient souligner les disparités entre les deux figures. Le dormeur, l'homme éveillé. Au premier plan, l'homme à la casquette de travailleur a une allure débraillée qui semble indiquer des origines populaires. Son apparence s'oppose à celle de l'individu à l'arrière-plan, dont la mise soignée avec le chapeau haute forme, le pardessus et les chaussures vernies trahit une condition plus privilégiée. À l'époque, Cartier-Bresson, qui rejoint au même moment les photographes engagés de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, l'AER, est particulièrement attentif aux disparités sociales visibles dans les rues, de Paris à Marseille. La pauvreté prend souvent le visage des mendiants, des vendeurs de rue ou de ces dormeurs. La figure du dormeur ou de la dormeuse est double chez Henri Cartier-Bresson. Le motif récurrent rappelle l'influence du surréalisme sur son univers. Pour le mouvement, le sommeil et l'état de rêve sont des outils permettant d'accéder à d'autres niveaux de conscience et de réalité. Dans les années 30, dans un contexte de conscience sociale, le dormeur des rues est également le symbole d'un système d'exploitation capitaliste qui pousse les corps à bout, comme il a pu en trouver de nombreux exemples dans les rues de Marseille même. Je dois confesser quelque chose à propos de cette image. Si j'ai toujours été sensible à la virtuosité de la composition, à sa dimension sociale, je me suis rendu compte, il y a très peu de temps, que le personnage au premier plan était noir. Peut-être à cause des mauvaises reproductions que j'ai pu voir, mais surtout par une sorte d'impensé, une invisibilisation intégrée, il faut l'avouer. L'homme au premier plan est donc noir, l'autre, à l'arrière-plan, blanc ou métis. C'est un autre élément qui s'ajoute à la liste des différences séparant les deux figures. On retrouve ce principe d'opposition dans d'autres photographies de Cartier-Bresson, prises à la même époque à Paris ou à Marseille. Cartier-Bresson est l'un des rares photographes qui a capturé cette réalité de la société française de l'époque,
à rendre visible la présence des Noirs et plus généralement des hommes et des femmes de couleur. Pas seulement des stars de jazz ou du music hall comme Josephine Baker, qui fait les gros titres des médias à l'époque, et pas seulement des Noirs exotisés pour les pages des revues grand public, photographiés en Afrique en plein contexte colonial. Cartier-Bresson a pu justement prendre la mesure de l'iniquité de la colonisation à l'occasion de son séjour d'1 an en Côte d'Ivoire en 1930 et 1931. Les individus photographiés par Cartier-Bresson sont des Noirs ordinaires, aux conditions précaires, des porteurs des halles, des serveurs ou des dockers, comme l'est peut-être ce dormeur sur la photo. Cette fenêtre sur la condition des Noirs en France, et en particulier à Marseille, fait écho aux écrits du romancier afro-américain de la Harlem Renaissance, Claude McKay, que lit et fréquente Cartier-Bresson au même moment. Principale porte de départ pour l'outre-mer et les colonies, Marseille fascine McKay pour son cosmopolitisme, sa vie interlope et pour la vie haute en couleurs des quartiers des dockers de la Joliette. Il en fait le décor de son ouvrage à succès Banjo, traduit en français en 1931. McKay donne une vision inédite aux accents biographiques du Harlem marseillais, composé d'Antillais, de Sénégalais, de Malgaches et d'Afro-Américains qui s'éveillent à une certaine conscience politique face à leurs conditions, face au racisme et face à la colonisation. De Paris à Marseille, c'est cette réalité plus diversifiée, plus métissée que capte Henri Cartier-Bresson, dont l'engagement s'aiguise face à l'observation de ces réalités sociales.